Je m'appelle Richard et à 28 ans, je n'aurais jamais pensé couper les ponts avec ma propre famille. En grandissant dans notre banlieue immaculée du Connecticut, les apparences comptaient pour tout. Quand papa est parti, maman est devenue obsédée par le statut social, et ma sœur Amanda s'est transformée en l'enfant chéri tandis que je devenais invisible. Des années à être le paillasson de la famille ont culminé quand Amanda a ricané et a prononcé ces mots qui m'ont finalement brisé. Nettoie mes chaussures, esclave. Avant de plonger dans la façon dont les paroles cruelles de ma sœur ont changé nos vies pour toujours, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez, et abonnez-vous si vous avez déjà eu affaire à des membres de famille toxiques. Amanda et moi n'avons pas toujours été en désaccord. Dans mes plus lointains souvenirs, nous étions en fait proches. Je me souviens des après-midi d'été où nous construisions des forts élaborés dans le jardin de notre maison de banlieue du Connecticut, prétendant que nous explorions des territoires inexplorés. Amanda, ayant 3 ans de plus, prenait toujours les devants, mais elle me faisait me sentir inclus, important même. Elle me défendait contre les brutes du quartier et m'aidait avec mes devoirs. C'était des temps plus simples. Tout a changé quand papa est parti. J'avais 8 ans, Amanda en avait 11. Le divorce n'a pas été particulièrement compliqué sur le plan juridique, mais émotionnellement, il a dévasté la structure de notre famille. Papa a déménagé en Californie pour une opportunité d'emploi, promettant de rester impliqué dans nos vies. Ces promesses se sont progressivement estompées en appels téléphoniques occasionnels et en cartes d'anniversaire avec des cartes cadeaux à l'intérieur. Maman a changé presque du jour au lendemain. La femme chaleureuse et attentionnée qui préparait des biscuits pour les événements scolaires s'est transformée en quelqu'un d'obsédé par le maintien des apparences. Notre confortable style de vie de classe moyenne supérieure ne suffisait plus. Elle a rejoint tous les comités sociaux de la ville, a rénové notre maison au-delà de nos moyens et a commencé à s'habiller exclusivement avec des vêtements de marque qu'elle pouvait à peine se permettre. Nous devons montrer à tout le monde que nous nous en sortons très bien, disait-elle en examinant les relevés de cartes de crédit à la table de la cuisine. Son front se plissait de rides d'inquiétude qu'elle essaierait plus tard d'effacer avec des crèmes coûteuses. Notre situation financière était confortable, mais loin d'être aussi aisée que maman le prétendait. La pension alimentaire de papa et l'allocation, combinée au travail à temps partiel de maman dans une boutique haut de gamme, nous maintenaient à flot. Mais la façade de richesse exigeait un entretien constant qui mettait nos ressources à rude épreuve. Alors que cette transformation s'installait, j'ai vu Amanda s'adapter et s'épanouir dans la nouvelle dynamique familiale. Elle a rapidement appris qu'adopter le système de valeurs de maman lui valait sa faveur. Amanda est devenue obsédée par les bons vêtements, les bons amis, les bonnes activités qui maintiendraient le statut social de notre famille. Maman récompensait ce comportement avec de l'attention, de l'affection et des ressources. Pendant que je restais en arrière-plan, mes tentatives pour obtenir l'approbation ont pris un chemin différent. Je me suis jeté dans les études et le travail acharné, pensant que le succès rendrait maman fière. J'ai maintenu d'excellentes notes, j'ai rejoint des clubs académiques et j'ai même commencé à donner des cours particuliers à des enfants plus jeunes pour gagner un peu d'argent quand j'avais 14 ans. Mais ces réalisations n'ont été reconnues qu'avec un intérêt passager. C'est bien, Richard, disait maman sans lever les yeux de l'aide qu'elle apportait à Amanda pour se préparer à un événement social. Mais souviens-toi que les relations comptent plus que les notes dans le monde réel. Le sentiment de supériorité d'Amanda a grandi avec les encouragements de maman. Elle a commencé à emprunter mes affaires sans demander, mes CD, mes jeux vidéo, même de l'argent de mon portefeuille. Quand je la confrontais, elle se vexait que je puisse même la remettre en question. Nous sommes une famille, disait-elle d'un geste dédaigneux. Ce qui est à toi est à moi. Encore plus frustrantes étaient les fois où elle s'attribuait le mérite de mes réalisations. Quand j'ai passé des semaines à construire un modèle du système solaire pour la foire scientifique de l'école et que j'ai remporté la première place, Amanda a mentionné aux amis de maman lors d'un dîner qu'elle avait tellement aidé Richard avec son projet. Maman a rayonné en regardant Amanda pendant que je restais assis en silence, sachant que toute contradiction ne ferait que me qualifier de mesquin. Au fur et à mesure que le lycée avançait, mon rôle dans la famille s'est solidifié en celui de solutionneur de problèmes et de soutien émotionnel. Quand Amanda avait des ennuis pour avoir séché les cours pour aller faire du shopping avec des amis, c'est moi qui la couvrais. Quand maman buvait trop de vin lors des rassemblements de quartier, je m'assurais que nous rentrions à la maison en toute sécurité. Quand les factures devaient être triées ou que la maison avait besoin d'entretien, ces tâches m'incombaient tandis qu'Amanda et maman se concentraient sur le maintien de leur calendrier social. Le contraste entre nos vies publiques et privées est devenu de plus en plus frappant. Pour la communauté,
nous étions l'admirable foyer monoparental qui avait surmonté le divorce avec grâce. Amanda était la fille charmante et populaire avec un potentiel de leadership, et j'étais le fils calme et responsable qui ne causait jamais de problème. Derrière des portes closes, je devenais de plus en plus conscient du dysfonctionnement. Le fait de marcher constamment sur des œufs autour des sautes d'humeur de maman, l'épuisement de gérer les responsabilités ménagères tout en essayant de construire mon propre avenir, et le ressentiment croissant envers le traitement préférentiel d'Amanda prenaient leur tribut. Au moment où je me préparais pour l'université, je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. J'avais appris à garder mes vraies pensées et sentiments pour moi, sachant qu'ils ne seraient pas les bienvenus s'ils perturbaient le récit que maman avait créé pour notre famille. Mon vrai moi n'existait qu'en dehors de notre maison, avec quelques amis proches qui connaissaient la vérité sur notre dynamique familiale. J'avais 17 ans quand j'ai réalisé que la seule façon d'avancer était de créer une distance entre moi et l'environnement toxique que notre maison était devenue. Les candidatures à l'université sont devenues mon plan d'évasion secret. Un moyen de reconstruire ma vie selon mes propres termes, loin des attentes étouffantes et du sentiment constant d'être moins valorisé que ma sœur. Quand les lettres d'acceptation à l'université ont commencé à arriver pendant ma dernière année de lycée, j'ai pris une décision qui a déconcerté à la fois maman et Amanda. Bien que j'aie les notes et les résultats aux tests pour des écoles plus prestigieuses, j'ai choisi d'aller à l'université d'État avec une bourse d'études académiques partielle. C'était une bonne école avec un excellent programme d'informatique, mais elle n'avait certainement pas le statut d'élite qui aurait impressionné le cercle social de maman. « Tu gâches ton potentiel », a dit maman quand j'ai annoncé mon choix. Nous étions assis à la table de la salle à manger, mes lettres d'acceptation étalées devant nous. L'université de Fairfield t'a accepté. C'est là que va le fils des Anderson. Pense aux relations que tu pourrais nouer. Amanda, qui était rentrée de sa première année au Bain-Mar College, n'a même pas essayé de cacher son dédain. L'université d'État? N'est-ce pas là que vont les gens quand ils ne peuvent pas entrer ailleurs? J'ai expliqué mes raisons pratiques. La bourse réduisait le fardeau financier. Le programme était bien considéré dans l'industrie technologique, et le campus m'avait semblé bien lors de ma visite. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'être à 3 heures de chez moi tout en payant moins pour mes études signifiait que je pouvais travailler vers une indépendance financière complète. Maman a finalement fait bonne figure à propos de mon choix, disant à ses amis que j'avais reçu plusieurs offres, mais que j'avais choisi l'État pour leur programme spécialisé. Amanda était moins diplomate, se référant à mon université comme « l'école à budget de Richard », chaque fois que le sujet était abordé. Alors que l'éducation d'Amanda était entièrement financée par maman, qui a contracté des prêts supplémentaires pour couvrir la prestigieuse université privée. Je travaillais 20 heures par semaine au service d'assistance informatique du campus et je prenais des projets de développement web en freelance pour couvrir mes frais de subsistance. Le contraste entre nos expériences universitaires n'aurait pas pu être plus frappant. Les comptes de médias sociaux d'Amanda présentaient un flot incessant d'événements de sororité, d'escapades de week-end avec des amis et de voyages de vacances de printemps dans des lieux tropicaux. Son image était soigneusement sélectionnée, présentant l'expérience universitaire parfaite que maman pouvait fièrement partager avec son cercle social. Pendant ce temps, j'équilibrais les cours, le travail et la construction d'amitiés sincères avec des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour la famille d'où je venais ou ce que je pouvais faire pour eux. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vu et apprécié. Mon colocataire Jordan et moi nous sommes liés lors de sessions de codage nocturne et d'un intérêt commun pour les films indépendants. J'ai commencé à sortir avec Rachel, une étudiante en journalisme qui voyait à travers les faux-semblants et appréciait l'authenticité. Les premières vacances universitaires sont devenues le théâtre de ma première grande confrontation avec Amanda et maman. Je suis rentré à la maison pour Thanksgiving, porteur d'un sentiment nouveau d'indépendance et d'estime de soi que je n'avais pas possédé auparavant. La tension a commencé quand Amanda m'a demandé de l'aider avec une présentation pour son cours de marketing. Pas une simple relecture ou une séance de feedback. Elle voulait que je crée essentiellement toute la présentation numérique pendant qu'elle se concentrait sur le shopping pour un prochain bal de sororité. Je n'ai tout simplement pas le temps, Richard. Et tu es si doué avec tous ces trucs informatiques, a-t-elle dit, jetant ses exigences de projet sur mon lit où je rattrapais ma lecture. Il faut que ce soit fait pour dimanche soir. Pour la première fois, j'ai simplement dit non. Amanda m'a regardé comme si j'avais soudainement commencé à parler une langue étrangère. Comment ça non? Je veux dire, non, je ne ferai pas ton projet pour toi. J'ai mes propres examens à préparer, et je rencontre des amis du lycée demain. J'ai gardé mon ton égal, non conflictuel, juste factuel.
Le visage d'Amanda est devenu rouge de colère. Tu es sérieux en ce moment? Ça te prendrait genre 2 heures, max. Alors tu devrais avoir tout le temps de le faire toi-même, ai-je répondu en me retournant vers mon livre. Ce qui a suivi a été une sortie en claquant la porte et un appel direct à maman, qui est venue dans ma chambre plus tard dans la soirée avec une expression inquiète. Richard, pourquoi n'aides-tu pas ta sœur? Elle est sous tellement de pression à l'école et tu sais à quel point sa moyenne est importante pour ses candidatures de stage. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Maman, j'ai mes propres pressions et responsabilités. Je travaille tout en suivant un cursus complet. Amanda doit faire ses propres devoirs. L'expression de maman s'est durcie. C'est très égoïste de ta part. La famille est de la famille. Ta sœur t'aiderait si tu le demandais. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé, considérant qu'Amanda ne m'avait jamais offert d'aide pour quoi que ce soit de substantiel, mais je savais qu'il valait mieux ne pas le souligner. Au lieu de cela, j'ai dit, je suis heureux de relire son travail ou de lui donner mon avis, mais je ne ferai pas le devoir pour elle. Le reste des vacances a été rempli d'épaules froides de la part d'Amanda et de soupirs déçus de la part de maman. La tension était palpable pendant le dîner de Thanksgiving, où les amis de maman ont commenté à quel point Amanda réussissait merveilleusement à Bain-Mahares, tandis que mes réussites académiques n'ont pas été mentionnées. Je suis retourné sur le campus avec un mélange de culpabilité et de résolution. La culpabilité était un vieux sentiment familier, programmé en moi par des années de dynamique familiale. La résolution était plus nouvelle, une certitude croissante que le maintien de mon estime de soi n'était pas égoïste mais nécessaire. Ce premier acte de résistance contre les rôles familiaux établis était petit mais significatif. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à Rachel, elle m'a serré la main et a dit, « C'est difficile de changer les schémas familiaux, mais tu as fait ce qu'il fallait. » Sa validation a aidé à solidifier ma résolution de continuer à poser des limites, même si cela rendait les vacances inconfortables. Au fur et à mesure que la 2e année passait à la 3e, ces limites sont devenues plus définies. Je rentrais moins souvent à la maison, utilisant des engagements professionnels comme excuse légitime. Les appels téléphoniques avec maman sont devenus plus brefs, je dirigeais les conversations loin des besoins ou des problèmes d'Amanda. Je sortais progressivement du rôle qui m'avait été assigné dans notre drame familial. Et même si cela semblait libérateur, je savais qu'il y aurait finalement une résistance. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai mis à profit mon expérience de stage et mes bonnes notes pour décrocher un poste prometteur dans une entreprise technologique en pleine croissance à Austin, au Texas. Le poste offrait un salaire compétitif, un potentiel de croissance et, plus important encore, 1200 miles entre moi et le Connecticut. Bien qu'une partie de moi se sente coupable de déménager si loin, la plus grande partie a reconnu l'opportunité pour ce qu'elle était, une chance de me définir en dehors de l'ombre de ma dynamique familiale. J'ai trouvé un appartement dans un quartier animé, j'ai acheté des meubles raisonnables et j'ai commencé à construire une vie qui me semblait authentiquement mienne. Mes collègues de travail sont devenus des amis, et j'ai rejoint une salle d'escalade locale où j'ai rencontré d'autres personnes partageant les mêmes idées qui aimaient les activités de plein air. Pour la première fois, j'avais l'impression de vivre plutôt que de simplement survivre. Pendant ce temps, Amanda a obtenu son diplôme de Bain-Mahares avec une licence en communication et de grandes attentes de décrocher immédiatement un poste prestigieux en relations publiques ou en marketing. La réalité avait d'autres plans. Malgré les relations de maman et le stage d'Amanda dans un magazine de style de vie local, les offres d'emploi à temps plein n'affluaient pas comme prévu. Ces entreprises ne reconnaissent pas le talent quand elles le voient, s'est plainte Amanda lors d'un de mes appels téléphoniques occasionnels avec maman. Je ne vais pas me contenter d'un poste d'assistante débutante. Je vaux plus que ça. Après 3 mois de recherche d'emploi infructueuse, Amanda est retournée vivre chez maman, soi-disant pour se regrouper et élaborer une stratégie. Cet arrangement temporaire s'est étiré de plusieurs mois à 1 an, alors qu'elle acceptait des emplois à temps partiel dans des magasins de détail haut de gamme, quittant chaque emploi lorsqu'il devenait trop exigeant ou en dessous de ses qualifications. Pendant ce temps, maman a commencé à suggérer, pas si subtilement, que je devrais aider Amanda financièrement ou utiliser mes contacts informatiques pour lui trouver un emploi. Ta sœur a vraiment du mal, Richard. Ne pourrais-tu pas parler à ton entreprise des postes en marketing? Ces demandes me mettaient dans une position inconfortable. Je savais qu'Amanda n'était pas qualifiée pour des postes dans mon entreprise technologique, et je n'allais pas risquer ma réputation professionnelle en recommandant quelqu'un avec son historique de travail. Quant à l'aide financière, mon salaire était bon, mais pas extravagant,
surtout compte tenu du coût de la vie croissant à Austin et des prêts étudiants que je remboursais de manière responsable. Mes visites à la maison sont devenues de plus en plus stressantes. Ce qui aurait dû être des vacances relaxantes s'est transformé en situation tendue où le sentiment de supériorité d'Amanda atteignait de nouveaux sommets. Elle s'attendait à ce que je la conduise en ville quand sa voiture manquait d'essence, que je résolve les problèmes techniques de tout le monde et que j'écoute des plaintes sans fin sur la façon dont la vie était injuste avec elle. Lors d'une visite de Noël, Amanda a emprunté ma voiture de location sans demander, la rendant avec un réservoir d'essence vide et une contravention de stationnement glissée dans le pare-soleil. Quand je l'ai confrontée, elle a haussé les épaules. Tu peux te le permettre. Ce n'est pas comme si tu avais quelqu'un d'autre sur qui dépenser de l'argent que toi-même. Maman a constamment cautionné ses comportements, trouvant des excuses pour Amanda tout en s'attendant à ce que je maintienne la paix en cédant. Ta sœur traverse une période difficile en ce moment, disait-elle. Ne peux-tu pas être compréhensif? Le schéma s'est poursuivi alors qu'Amanda enchaînait les emplois, les appartements qu'elle ne pouvait pas se permettre, que maman aidait à payer, et les relations qui se terminaient lorsque ses partenaires se lassaient de son comportement égocentrique. Inévitablement, chaque crise entraînait des appels frénétiques à moi pour des conseils, de l'argent, ou les deux. Quand la voiture d'Amanda est tombée en panne, on s'attendait à ce que je recherche des mécaniciens à distance et que j'aide à payer les réparations. Quand elle s'est endettée avec sa carte de crédit à cause de ses dépenses excessives, j'ai reçu des appels en larmes à propos d'une éventuelle faillite. Quand elle se disputait avec des colocataires qui étaient, totalement déraisonnables, sur le fait qu'elle ne payait pas les factures à temps, j'étais censé servir de médiateur par téléphone. Le fardeau financier et émotionnel a commencé à affecter mon propre bien-être. J'ai commencé à redouter les appels de la maison, me tendant chaque fois que les noms de maman ou d'Amanda apparaissaient sur mon téléphone. Ma petite amie de l'époque, Mélissa, a remarqué le schéma. « Tu es toujours stressé après avoir parlé à ta famille », a-t-elle observé un soir après que j'ai eu un appel particulièrement difficile avec maman à propos de la dernière crise d'Amanda. « C'est comme s'il te vidait de toute ton énergie. »« C'est la famille », ai-je répondu automatiquement, la réponse programmée que je donnais depuis des années. Mélissa n'a pas mordu à l'hameçon. « La famille ne devrait pas te faire sentir comme ça. Il y a une différence entre soutenir des parents dans des difficultés légitimes et être exploité. » Ces mots ont résonné en moi, bien que je n'étais pas prêt à reconnaître pleinement la vérité qu'ils contenaient. Il a fallu une autre année et plusieurs autres incidents avant que je puisse admettre que ce que j'avais avec maman et Amanda n'était pas une relation familiale saine, mais une dynamique unilatérale où mes besoins passaient toujours en dernier. Le point de rupture approchait, même si je ne le savais pas encore. J'avais établi une bonne vie à Austin, j'avais reçu une promotion au travail et j'envisageais d'acheter un condo. Des amis qui se souciaient vraiment de moi m'entouraient. Pourtant, chaque interaction avec ma famille me laissait un sentiment de diminution, comme si aucune réussite ou croissance personnelle ne pouvait changer la façon dont ils me voyaient, le réparateur fiable qui existait pour résoudre leurs problèmes. À l'approche de l'anniversaire de maman ce printemps-là, j'ai réservé un vol pour le Connecticut, me préparant mentalement au stress familial habituel tout en me promettant de maintenir des limites saines. Je n'avais aucune idée que cette visite me forcerait finalement à prendre la décision la plus difficile de ma vie. L'anniversaire de maman tombait un samedi cette année-là, et j'ai organisé un week-end de 3 jours pour retourner au Connecticut. Alors que mon vol descendait vers l'aéroport international de Bradley, j'ai senti le nœud familier se former dans mon estomac, la tension qui accompagnait toujours les visites à la maison. J'avais envoyé un grand arrangement floral à maman à l'avance, et j'avais apporté un petit cadeau élégamment emballé, un bracelet en argent qu'elle avait admiré en ligne. La maison avait le même aspect de l'extérieur, impeccablement entretenue malgré la pression financière qu'elle causait. Mais quelque chose semblait différent alors que je remontais l'allée. C'était peut-être moi qui avais changé, voyant la maison de mon enfance avec des yeux plus matures. Maman m'a accueilli avec son étreinte habituelle et superficielle. « Richard, enfin. Je commençais à penser que tu allais rater ton vol. Les amis d'Amanda arriveront pour l'apéritif avant le dîner, alors tu devrais peut-être te rafraîchir. » Pas de « Comment s'est passé ton vol ?» ou « C'est bon de te voir. » Juste des instructions sociales immédiates. Je ne savais même pas qu'il y aurait d'autres personnes qui se joindraient à nous pour ce que je pensais être une célébration familiale. Je pensais que nous avions un dîner tranquille pour ton anniversaire, ai-je dit en posant mon sac dans le hall d'entrée. Oh, eh bien, Amanda a pensé que ce serait bien d'avoir une vraie célébration. Elle a invité certains de ses amis du country club. Tu te souviens de la fille des Wilson, Bethany ?
Et de Taylor Matthews? Il meurt d'envie de te revoir. Je ne me souvenais pas que l'une ou l'autre de ces personnes mourrait d'envie de me voir la première fois, mais j'ai hoché la tête et je suis monté à l'étage dans la chambre d'amis. Ma chambre d'enfant avait été transformée en bureau à domicile de maman il y a des années. Amanda est rentrée 1 heure plus tard. J'étais dans la cuisine en train d'aider maman à préparer des amuse-gueules quand elle est entrée, des sacs de courses pendant des 2 bras. Richard est là, a annoncé maman inutilement. Amanda m'a jeté un coup d'œil comme si elle venait de remarquer ma présence. Oh, salut, a-t-elle dit sans enthousiasme. Pourrais-tu monter ces sacs dans ma chambre? Je dois commencer à me préparer. Pas de salutation, pas d'étreinte, même pas une reconnaissance appropriée. Juste une demande immédiate, non, une exigence de service. Bonjour à toi aussi, Amanda, ai-je dit en continuant d'arranger du fromage sur un plateau. Je suis un peu occupé à aider maman en ce moment. Amanda a poussé un soupir exagéré et a monté ses propres sacs à l'étage, faisant autant de bruit que possible pour communiquer son mécontentement. Quand elle est redescendue, elle scrutait déjà mon apparence. C'est ce que tu portes ce soir? On dirait que tu t'es habillé pour une journée au bureau. Je portais un jean foncé et une chemise à boutons, parfaitement appropriée pour un dîner d'anniversaire en famille. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte? C'est juste si. Austin, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Les amis de maman vont être là. Tu pourrais faire un effort. Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti, signalant l'arrivée des premiers invités. L'heure suivante a été un flot d'introductions et de conversations légères avec les amis d'Amanda, dont la plupart que je n'avais jamais rencontrés, malgré son insistance sur le fait que nous nous étions croisés lors de divers événements sociaux au fil des ans. J'ai remarqué à quel point Amanda rayonnait sous l'attention, se positionnant comme l'hôtesse sophistiquée, tandis que maman la regardait avec approbation. J'ai été relégué au rôle de barman, rafraîchissant les boissons et m'assurant que tout le monde était à l'aise pendant qu'Amanda tenait salon dans le salon. Le véritable point de rupture est survenu après le dîner. Nous étions retournés au salon pour le café et le dessert quand Amanda a enlevé ses talons hauts et a étiré ses jambes de manière spectaculaire. Ces nouvelles chaussures me tuent, s'est-elle plainte à voix haute. Ce sont des loups-boutins, cependant, donc chaque ampoule en vaut la peine. Elle a tourné son regard directement vers moi, là où j'étais assis dans un fauteuil d'angle. Un petit sourire cruel jouait au coin de sa bouche. Richard, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Sois gentil et nettoie mes chaussures avant de les ranger. Les semelles se sont un peu salies sur le parking du restaurant. La pièce n'est pas tombée exactement dans le silence, mais il y a eu une pause notable dans la conversation alors que plusieurs paires d'yeux se sont tournés vers moi. L'expression d'Amanda était celle que je reconnaissais de l'enfance. Le regard qu'elle avait lorsqu'elle affirmait sa domination, lorsqu'elle me rappelait ma place dans la hiérarchie familiale. Nettoie mes chaussures, esclave, a-t-elle ajouté avec un sourire narquois, jouant clairement pour son public, s'attendant soit à ma conformité, soit à mon embarras. Elle coûte plus cher que ton loyer mensuel, alors fais attention. Le temps a semblé ralentir. À ce moment-là, j'ai vu toute ma relation avec Amanda et maman avec une clarté parfaite. Des années à être le paillasson de la famille, celui qui est fiable, qui prendrait les abus et se présenterait quand même, ont défilé dans mon esprit. J'ai vu le schéma s'étirer à l'infini dans le futur, à moins que quelque chose ne change. Sans un mot, je me suis levé, je me suis approché et j'ai ramassé les chaussures à semelles rouges. J'ai maintenu un contact visuel avec Amanda alors que je marchais calmement vers la cuisine. Je pouvais l'entendre rire avec ses amis, faisant probablement une blague à mes dépens. Dans la cuisine, j'ai ouvert la porte arrière et j'ai jeté les chaussures chères directement dans la grande poubelle. Le bruit métallique a été étonnamment satisfaisant. Puis je suis retourné au salon, j'ai attrapé ma veste sur le porte-manteau et j'ai pris mes clés de voiture. « Richard, où vas-tu » a appelé maman, remarquant mes préparatifs pour partir. « J'en ai fini » ai-je dit simplement. « Comment ça, tu en as fini ?»« La fête n'est pas terminée, et tu n'as pas eu de gâteau » a dit maman, la confusion évidente dans sa voix. « Je ne parle pas de la fête. J'en ai fini d'être traité comme ça. J'en ai fini d'être le serviteur de la famille. Amanda peut récupérer ses chaussures dans la poubelle si elles sont si importantes pour elle. » Le visage d'Amanda est passé de la satisfaction suffisante au choc. « Tu as fait quoi avec mes chaussures ?» Elle a sauté du canapé. « Elles sont à la poubelle, là où elles doivent être. Tout comme la façon dont tu m'as traité toutes ces années. »
Maman s'est précipitée, le visage rouge d'embarras. Richard, arrête de faire une scène. Amanda ne faisait que plaisanter. Non, elle ne plaisantait pas. Et tu le sais. J'ai regardé directement Amanda. Je ne suis pas ton esclave. Je ne suis pas ton distributeur de billets. Je ne suis pas ton support technique, ni ton chauffeur, ni ton punching ball émotionnel. Je suis ton frère et je mérite un respect de base. Tu réagis de manière excessive, a balbutié Amanda, regardant ses amis qui observaient la scène se dérouler avec une fascination inconfortable. Peut-être que oui. Ou peut-être que je réagis enfin de manière appropriée après des années à ne pas me défendre. Je me suis tourné vers maman. Je t'aime, mais je ne peux plus faire ça. Le cautionnement constant, les doubles standards, l'attente que je serai toujours là pour tout réparer tout en étant traité comme un membre de la famille de seconde zone. Richard, s'il te plaît. La voix de maman a tremblé. Ne faisons pas ça maintenant, avec des invités ici. Je suis désolé pour le timing. Je le suis vraiment. Mais je dois y aller maintenant. Amanda a retrouvé sa voix, la colère remplaçant le choc. Alors, tu vas juste piquer une crise et partir? Vraiment mature, Richard. Et l'anniversaire de maman? Joyeux anniversaire, maman, ai-je dit en posant le petit paquet emballé sur la table d'entrée. J'espère que tu aimeras le bracelet. En sortant, j'ai entendu maman m'appeler et Amanda déclarer à haute voix quel incroyable crétin j'étais. Je suis monté dans ma voiture de location, j'ai reculé hors de l'allée et je me suis éloigné de la maison où j'ai grandi, ressentant un mélange complexe d'émotions, de la tristesse pour ce qui aurait dû être, de la colère pour la façon dont j'avais été traité, de la culpabilité pour avoir perturbé l'anniversaire de maman, mais surtout, un sentiment de soulagement. Je me suis enregistré dans un hôtel d'aéroport, j'ai changé mon vol pour le plus tôt possible le lendemain matin et j'ai passé la nuit à traiter ce qui venait de se passer. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je m'étais opposé à Amanda et à maman sans reculer, sans accepter la culpabilité qu'elles essayaient de me faire porter. C'était à la fois terrifiant et libérateur. En m'endormant dans la chambre d'hôtel anonyme, je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes avec ma famille. Pour le meilleur ou pour le pire, une ligne avait été franchie. Le vol de retour à Austin le lendemain matin a été un flou. J'étais assis près de la fenêtre, regardant les nuages passer sous l'avion, me sentant étrangement vide mais soulagé. Au moment où j'ai déverrouillé la porte de mon appartement, mon téléphone affichait 27 appels manqués et 16 SMS de maman, mais rien d'Amanda. Les textos allaient de la colère, je n'arrive pas à croire que tu m'aies embarrassé comme ça, au plaidoyer, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler, en passant par la culpabilisation, je t'ai mieux élevé que ça. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre table sur ma table basse, ayant besoin d'espace pour tout traiter. J'ai appelé mon patron et j'ai pris 2 jours de congé personnel, expliquant vaguement que je gérais une situation familiale. Puis j'ai simplement existé dans le calme de mon appartement, me permettant de ressentir tout le spectre d'émotions qui s'était accumulé depuis des années. La culpabilité est venue en premier, la réponse programmée à l'établissement de limites avec ma famille. Étais-je égoïste? Avais-je réagi de manière excessive? La voix dans ma tête qui ressemblait étrangement à celle de maman remettait en question ma décision de partir. Mais les heures passant, d'autres émotions ont émergé. La colère face à des années de mauvais traitements, la tristesse pour la relation familiale aimante que je n'avais jamais vraiment eue, et progressivement un sentiment de paix d'avoir enfin pris ma défense. Mon ami Marcus a appelé le mardi soir, s'inquiétant après que j'ai manqué notre match de basket habituel du lundi soir. Tout va bien, mec? Ce n'est pas ton genre de ne pas venir sans un texto. Je me suis retrouvé à tout lui raconter. Les années de dynamique familiale, le comportement d'Amanda, et enfin l'incident des chaussures. C'était la première fois que j'articulais tout le schéma à quelqu'un. On dirait que tu as fait ce que tu devais faire, a dit Marcus quand j'ai fini. La famille est importante, mais pas au détriment de ton estime de soi. Sa simple validation signifiait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Au cours des jours suivants, j'ai partagé des versions abrégées avec d'autres amis, chaque conversation m'aidant à solidifier ma décision de prendre une pause des contacts familiaux. J'ai finalement envoyé un texto à maman, j'ai besoin de temps et d'espace. Je suis en sécurité et ça va, mais je ne serai pas en contact pendant un certain temps. S'il te plaît, respecte cette limite. Sa réponse a été immédiate. C'est très blessant, Richard. Nous sommes une famille.
Nous devrions être capables de parler des choses. Je n'ai pas répondu. La première semaine sans contact a été la plus difficile. Je tendais la main vers mon téléphone pour partager des nouvelles ou poser une question à maman avant de me souvenir de notre situation. Je ressentais des pincements d'inquiétude sur la façon dont elle allait ou si la dernière crise d'Amanda avait été résolue. Le sens des responsabilités ancrées était difficile à ébranler. Ma deuxième semaine sans contact familial a coïncidé avec un projet majeur au travail. Je me suis jeté dans le codage, la résolution de problèmes et la collaboration avec mon équipe. Mon patron a remarqué la différence dans ma concentration. « Quoi que tu aies fait pendant ces jours de congé personnel a fonctionné », a-t-il commenté. « Tu sembles plus présent, plus confiant dans tes décisions. » Il n'avait pas tort. Sans le fardeau constant des drames familiaux et de la manipulation émotionnelle, j'avais plus d'énergie pour ma vie réelle. J'ai commencé à mieux dormir. Mon appartement ressemblait plus à un sanctuaire qu'à un simple endroit où s'écraser entre le travail et les crises familiales. La troisième semaine, j'ai décidé de chercher de l'aide professionnelle pour traiter ma dynamique familiale. Trouver un thérapeute était intimidant mais nécessaire. Le docteur Lisa Brennan était spécialisée dans les traumatismes familiaux et l'établissement de limites. Notre première séance a consisté principalement à partager mon histoire, mais même cela a été cathartique. Ce que vous décrivez ressemble à un système familial classique avec des rôles rigides, a-t-elle expliqué. On vous a assigné le rôle de l'aidant et du réparateur, tandis que votre sœur a pris le rôle de celle qui a droit à tout et qui a besoin d'être réparée. Ces schémas ne changent pas facilement car ils servent un but pour la famille, même s'ils sont nuisibles aux individus. Alors, que dois-je faire, ai-je demandé. Vous avez déjà fait le premier pas en créant une distance et en fixant une limite. Maintenant, nous travaillons à maintenir cette limite sans culpabilité et à traiter les émotions complexes qui accompagnent le changement de dynamique familiale. Au cours des semaines suivantes, j'ai suivi une thérapie régulièrement, apprenant des concepts comme la manipulation émotionnelle, le comportement de facilitation et la différence entre les systèmes familiaux sains et malsains. J'ai commencé à comprendre que mes sentiments étaient valides, mes réactions raisonnables et mon besoin de respect légitime. Le travail a continué à bien se passer. J'ai reçu des éloges pour mes contributions à notre dernier lancement de produit et j'ai été chargé de encadrer un nouveau développeur de notre équipe. Enseigner à quelqu'un d'autre m'a aidé à reconnaître l'étendue de mes connaissances et de mes compétences, ce qui a renforcé ma confiance. Ma vie sociale a prospéré sans les interruptions constantes des urgences familiales. J'ai rejoint un groupe de randonnée le week-end, je suis allé à des concerts avec des amis et j'ai même recommencé à sortir, rencontrant Alison lors d'un cours de cuisine auquel je m'étais inscrit sur un coup de tête. Quand Alison m'a posé des questions sur ma famille après que nous soyons sortis ensemble depuis quelques semaines, j'ai pu expliquer la situation clairement et sans la charge émotionnelle qu'elle aurait eue auparavant. Nous ne sommes pas en contact en ce moment. J'avais besoin de fixer des limites après des années de dynamique malsaine. C'est compliqué, mais c'était nécessaire. Elle a hoché la tête pensivement. Je comprends. Ma relation avec mon frère aîné a été assez toxique pendant des années. Parfois, la distance est la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux. Sa compréhension a renforcé ce que j'apprenais en thérapie, que les relations saines nécessitent un respect mutuel, des limites claires et de la réciprocité. Ce que j'avais avec maman et Amanda manquait des trois. Au fil des semaines qui se sont transformées en un mois, puis 2, j'ai ressenti un cadeau inattendu, la paix. L'anxiété de fond constante d'attendre le prochain appel de crise familiale s'était dissipée. Je dormais toute la nuit, je savourais ma nourriture et je me sentais présent dans ma propre vie d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le docteur Brennan a noté le changement. Vous vous tenez différemment, a-t-elle observé lors d'une séance environ 6 semaines après l'incident. Plus droit, plus ancré. Je me sens plus léger, ai-je admis, comme si j'avais posé un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. C'est ce qui arrive quand on cesse de prendre la responsabilité des émotions et des choix des autres, a-t-elle expliqué. Ça libère de l'énergie pour nos propres vies. Cette énergie s'est manifestée de diverses manières. J'ai commencé à écrire du code pour un projet parallèle auquel je pensais depuis des années. J'ai repeint mon appartement avec des couleurs que j'aimais vraiment plutôt que les tons neutres que j'avais choisis pour éviter de prendre des décisions. J'ai même adopté un chat du refuge local, un engagement à prendre soin d'un autre être selon mes propres termes, avec une affection mutuelle plutôt qu'une obligation. Le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des jours où j'ai douté de ma décision,
des moments où une chanson ou un souvenir déclenchait de la tristesse à propos de la relation avec ma famille que j'aurais aimé avoir. Mais ces moments sont devenus moins fréquents et moins intenses avec le temps. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ma période de paix et de croissance était sur le point d'être interrompue. Les schémas familiaux dont je m'étais éloigné n'en avaient pas fini avec moi. Cette semaine après avoir quitté le Connecticut, mon téléphone s'allumera d'un flot d'appels qui me forceront à réaffirmer mes limites de la manière la plus difficile possible. Les appels ont commencé un mercredi soir. Je préparais le dîner avec Allison quand mon téléphone s'est mis à vibrer à plusieurs reprises sur le comptoir. Le nom de maman a clignoté sur l'écran 1, 2, puis 3 fois de suite. Je l'ai mis en silencieux à chaque fois, déterminé à maintenir ma limite de non-contact. Tout va bien, a demandé Allison, remarquant ma tension. Juste ma mère qui appelle. Elle sait que j'ai besoin d'espace, mais elle est persistante. Les appels ont continué pendant le dîner, se transformant finalement en messages vocaux. J'ai essayé de me concentrer sur notre conversation, sur le simple plaisir de partager un repas avec quelqu'un qui me respectait, mais les notifications constantes rendaient la tâche difficile. Après le départ d'Allison, la curiosité l'a emporté. J'ai vérifié ma messagerie vocale, me préparant aux habituels chantages affectifs ou exigences. Les premiers messages suivaient le schéma attendu. Richard, c'est ta mère. Rappelle-moi. Richard, je ne comprends pas pourquoi tu es si têtu. Nous devons parler. Mais le ton a radicalement changé dans les derniers messages. Richard, c'est sérieux. Ta sœur a des ennuis. De vrais ennuis cette fois. S'il te plaît, rappelle-moi. Richard, je t'en supplie. Amanda a besoin d'aide. Nous avons besoin de ton aide. Le dernier message, laissé à 23h30 ce soir-là, m'a pris au dépourvu avec la voix ouvertement sanglotante de maman. Richard, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. Amanda a été accusée de fraude. Quelque chose à propos de ses promotions sur les réseaux sociaux et d'avoir pris de l'argent sans fournir de service. Il y a des avocats impliqués maintenant. Elle pourrait être inculpée. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai appelé 49 fois maintenant. S'il te plaît. Je me suis assis sur mon canapé, le téléphone à la main, sentant l'attraction familière de l'obligation familiale. C'était exactement le type de crise qui m'aurait fait courir à la rescousse avant, laissant tout tomber pour rechercher des options juridiques, prêtant peut-être de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre, mettant ma vie en suspens pour gérer le désastre auto-créé de quelqu'un d'autre. Mais les choses étaient différentes maintenant. J'avais une perspective que je n'avais pas auparavant, et la nature des ennuis d'Amanda ne m'a pas surpris. Sa présence sur les réseaux sociaux était devenue de plus en plus axée sur les promotions de marques de style de vie et les partenariats au cours de l'année écoulée. Elle se présentait comme une influenceuse avec des liens avec des marques de luxe, offrant à ses abonnés un accès à des produits et des expériences exclusifs moyennant des frais. Bien sûr, je me souvenais avoir vu des publications où elle promettait des forfaits de soins de la peau de luxe, des escapades de week-end et des consultations de mode. Compte tenu du schéma d'Amanda de promettre plus qu'elle ne pouvait tenir, il semblait inévitable que cela finisse par la rattraper. J'ai mal dormi cette nuit-là, la vieille programmation se battant avec mes nouvelles limites. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Brennan et j'ai programmé une séance d'urgence pour cet après-midi-là. Vous êtes à un carrefour, a-t-elle dit après que j'ai expliqué la situation. C'est exactement le type de crise qui vous ramènerait généralement dans de vieux schémas. Une partie de moi a l'impression que je devrais aider, ai-je admis. C'est ma sœur après tout. À quoi ressemblerait l'aide dans cette situation, a demandé le docteur Brennan. Que pensez-vous spécifiquement que votre mère veut de vous? J'ai réfléchi à la question. De l'argent pour les frais de justice, probablement. De l'aide pour naviguer dans le système juridique. Un soutien émotionnel pour toutes les deux. Prendre des jours de congé pour être là physiquement. Et à quel prix pour vous? Une pression financière. Un impact potentiel sur mon travail si je prends des congés imprévus. Le drainage émotionnel de me retrouver dans cet environnement. Probablement peu d'appréciation pour tout ce que je pourrais apporter. Le docteur Brennan a hoché la tête. Ce sont des considérations importantes. Mais je veux vous demander autre chose. Qu'est-ce qui serait réellement utile pour Amanda à long terme? La question m'a frappé. J'avais été tellement conditionné à fournir un soulagement immédiat que j'avais rarement considéré l'impact à long terme de toujours secourir ma sœur.
Je suppose que faire face aux conséquences de ses actions pourrait la forcer à faire des choix différents à l'avenir. C'est une observation perspicace. Parfois, la chose la plus attentionnée que nous puissions faire est de permettre aux gens de vivre les conséquences naturelles de leur comportement. C'est ainsi que nous apprenons et grandissons. J'ai quitté la séance avec clarté sur ma réponse. Ce soir-là, j'ai rédigé un texto soigneusement formulé à maman. J'ai reçu tes messages concernant les problèmes juridiques d'Amanda. Je suis désolé d'apprendre qu'elle fait face à cette situation difficile. Je ne fournirai pas d'aide financière et ne rentrerai pas à la maison pour gérer cette crise. L'esclave est occupée à construire sa propre vie. Amanda est une adulte qui doit assumer la responsabilité de ses propres actions et décisions. Si elle a besoin d'une représentation juridique, je lui suggère de contacter l'association du barreau de l'État pour obtenir des références d'avocats spécialisés dans les affaires de fraude. La réponse est venue presque immédiatement. Je n'arrive pas à croire que tu abandonnerais ta famille alors que nous avons le plus besoin de toi. C'est sérieux, Richard. Ta sœur pourrait faire face à des accusations criminelles. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, je comprends que c'est sérieux. Cela ne change pas ma décision. Je n'abandonne personne. Je choisis de ne pas cautionner un comportement qui a conduit à cette situation. J'espère qu'Amanda trouvera une bonne représentation juridique et apprendra de cette expérience. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a texté maman en retour, c'est comme ça que tu nous rembourses, en nous tournant le dos quand nous sommes en crise. C'était le chantage affectif que j'attendais, celui qui aurait fonctionné sur moi avant. Mais maintenant, je le voyais pour ce qu'il était, une tentative de me manipuler pour me ramener à mon rôle assigné. Maman, je t'aime, mais je dois être clair. Je ne serai pas impliqué dans cette situation. C'est mon dernier mot sur le sujet. Je vous souhaite à toutes les deux le meilleur pour le résoudre. J'ai éteint mon téléphone cette nuit-là, me laissant de l'espace par rapport au barrage de messages que je savais suivre. Quand je l'ai rallumé le lendemain matin, il y avait en effet plus de textos et de messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent. Maman était passée de la culpabilité à la colère, puis au marchandage, offrant de repartir à zéro et de mettre le passé derrière nous si seulement j'aidais dans cette seule crise. Les émotions contradictoires étaient intenses. La culpabilité de ne pas me précipiter pour aider. L'inquiétude de ce qui pourrait arriver à Amanda. La colère qu'ils ne me contactent que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Mais sous tout cela se trouvait une certitude constante que je prenais la bonne décision pour toutes les personnes impliquées. Au petit déjeuner, j'ai composé un autre message à maman. J'ai beaucoup réfléchi. Je n'aiderai pas de la manière que tu demandes, mais je peux offrir ceci, le nom et le numéro d'un avocat dans le Connecticut spécialisé dans les affaires de fraude. Pas d'argent, pas de retour à la maison, juste cette référence. Dis-moi si tu la veux. Il n'y a pas eu de réponse ce jour-là ni le suivant. J'ai continué ma vie, travailler, voir des amis, développer ma relation avec Allison, suivre une thérapie. Le silence du Connecticut était à la fois un soulagement et une préoccupation lancinante. Une semaine plus tard, un texto de maman. Envoie les informations de l'avocat. Juste ça. Pas de politesse, pas de reconnaissance de mes limites. J'ai fourni les coordonnées d'un avocat que j'avais recherché, quelqu'un avec de bonnes critiques qui était spécialisé dans des cas comme celui d'Amanda. Merci, est venue la réponse sèche. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un changement. Maman acceptant de l'aide selon mes conditions plutôt que d'exiger ce qu'elle voulait. Un petit pas peut-être, mais significatif dans l'histoire de notre famille. Au fil des semaines, j'ai reçu de brèves mises à jour occasionnelles de maman. Amanda avait obtenu une représentation juridique, pas l'avocat que j'avais suggéré, mais quelqu'un qu'un ami de la famille avait recommandé. Elle coopérait à l'enquête. La situation était gérée. J'ai maintenu ma distance tout en accusant réception des mises à jour avec des réponses simples. Merci de me le faire savoir. J'espère que ça s'arrangera. Rien qui n'ouvrirait la porte à me faire entraîner à nouveau dans les anciennes dynamiques. Le docteur Brennan appelait cela « l'inquiétude détachée », se soucier du résultat sans en prendre la responsabilité. C'était une nouvelle compétence pour moi, une qui me permettait de souhaiter le meilleur à ma famille sans sacrifier mon propre bien-être dans le processus. 3 mois après le début des ennuis juridiques d'Amanda, j'ai reçu un message plus long de maman. L'affaire d'Amanda est résolue. Elle a accepté d'effectuer des paiements de dédommagement aux clients concernés et sera en probation pendant 1 an. Pas de peine de prison.
Elle a de nouveau emménagé avec moi temporairement pendant qu'elle réfléchit à ses prochaines étapes. Je veux que tu saches que cela a été un électrochoc pour nous deux. Je suis resté longtemps avec ces mots. Un électrochoc. C'était ce que j'avais espéré, mais que je n'osais pas attendre. Reste à voir si cela conduirait à un réel changement, mais c'était un début. Je suis content d'apprendre que l'affaire est résolue, ai-je répondu. J'espère que ce nouveau départ apportera des changements positifs pour vous deux. Pour la première fois de notre échange, la réponse de maman ne concernait pas ce dont elle avait besoin de moi. Je l'espère aussi. Et Richard, j'ai réfléchi à ce que tu as dit quand tu es parti, à propos du respect. Tu méritais mieux que la façon dont nous t'avons traité. Je suis désolé. Ces simples mots, je suis désolé, étaient quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de la part de maman. Ils n'étaient pas une reconnaissance complète des années de dysfonctionnement, mais ils étaient un début, une fissure dans le mur de déni qui avait entouré notre dynamique familiale depuis si longtemps. Merci de dire ça, ai-je répondu. Ça signifie beaucoup. Alors que la conversation se terminait, j'ai senti quelque chose changer, non seulement dans ma relation avec ma famille, mais dans ma compréhension de ce à quoi ressemble un véritable soutien. Parfois, la chose la plus attentionnée que nous puissions faire pour les autres est de les laisser faire face aux conséquences de leurs actions. De croire qu'ils ont la capacité de résoudre leurs propres problèmes. Il faudrait encore de nombreux mois avant que je ne revoie maman et Amanda, et notre relation ne serait plus jamais la même qu'avant. Mais peut-être, juste peut-être, elle pourrait être meilleure, construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et la manipulation. 6 mois se sont écoulés avant que je n'envisage sérieusement de retourner au Connecticut. Pendant ce temps, la communication avec maman a évolué en échange de textos hebdomadaires et en appels téléphoniques occasionnels. Les conversations sont restées superficielles au début. Mise à jour météorologique, événements de la vie de base, rien de trop personnel ou potentiellement conflictuel. La situation juridique d'Amanda était alors entièrement résolue. Elle avait accompli 3 mois de sa probation, effectué les premiers paiements de dédommagement aux personnes qu'elle avait escroquées et travaillait à un emploi régulier dans une agence de marketing locale, un poste de débutant qu'elle aurait considéré comme indigne d'elle auparavant. Selon maman, l'expérience avait changé Amanda. Elle est plus humble maintenant, a dit maman lors d'un de nos appels. Plus consciente de l'impact de ses actions sur les autres. Je voulais croire que c'était vrai, mais des années à être témoin des réformes temporaires d'Amanda suivies de retour à un comportement de privilégié me rendaient prudent. Le changement, le vrai changement, ne se produit pas du jour au lendemain, ni même en quelques mois. Il nécessite un effort constant et une véritable prise de conscience. Ma propre vie a continué à s'épanouir entre-temps. Mon projet parallèle s'était développé en une application prometteuse qui générait des revenus modestes mais croissants. Allison et moi avions emménagé ensemble, partageant un appartement plus grand avec mon chat, Jasper, et son chien, Bailey. Au travail, j'ai reçu une promotion substantielle au poste de développeur principal, une reconnaissance de l'effort concentré que j'avais pu consacrer à ma carrière sans les distractions familiales constantes. Le docteur Brennan et moi avions réduit nos séances à 1 fois par mois, nous concentrant sur le maintien des limites et la poursuite de la croissance personnelle plutôt que sur la gestion de crise. Lors d'une séance, elle a suggéré qu'il serait peut-être temps d'envisager une reconnexion contrôlée avec ma famille. Vous avez fait le travail d'établir des limites saines, a-t-elle dit. Vous avez traité une grande partie de la douleur et développé des stratégies pour maintenir votre autonomie. La question est maintenant de savoir quel type de relation avec votre famille, le cas échéant, vous voulez à l'avenir. C'était une question profonde. Malgré tout, je voulais une forme de relation avec maman et même Amanda. C'était ma seule famille immédiate et il y avait de bons souvenirs mêlés aux difficiles. Mais je voulais que cette relation soit fondamentalement différente, basée sur le respect mutuel plutôt que sur ma soumission à leurs besoins. Après une réflexion approfondie et une discussion avec Allison, j'ai décidé de visiter le Connecticut pour un week-end. J'ai fixé des paramètres clairs. Je séjournerai dans un hôtel, pas chez maman. J'aurai ma propre voiture de location et je programmerai des heures spécifiques pour les interactions familiales plutôt que d'être disponible 24 heures sur 24. Maman a semblé surprise par ces conditions mais les a acceptées sans discuter, un signe de changement en soi. Nous avons convenu que je rendrais visite en avril, 9 mois après l'incident des chaussures qui avait catalysé cette transformation dans nos relations. Le vol vers le Connecticut était différent cette fois-ci. Au lieu de l'appréhension, je ressentais un optimisme prudent mêlé à la sécurité de savoir que je pouvais partir à tout moment si les limites étaient franchies.
J'avais un billet de retour, une chambre d'hôtel et une partenaire qui soutenait ma décision tout en étant prête à fournir un soutien émotionnel si nécessaire. Maman m'a retrouvé dans un restaurant pour le déjeuner le premier jour, un terrain neutre où nous pouvions nous familiariser avec l'interaction. Elle avait l'air plus âgée, en quelque sorte plus sobre. Sa tenue de créateur était moins ostentatoire que ce qu'elle portait habituellement, et elle semblait sincèrement heureuse de me voir. « Tu as l'air bien, Richard ?» a-t-elle dit après une étreinte initiale maladroite. « Heureux. »« Je suis heureux », ai-je confirmé. « Le travail va bien. Ma relation va bien. La vie est équilibrée. » Nous avons navigué à travers des conversations légères avant que maman n'aborde le sujet délicat. « Je te dois de véritables excuses », a-t-elle dit en posant sa fourchette. Pas seulement pour ce qui s'est passé à mon anniversaire, mais pour des années à ne pas te voir, à ne pas te valoriser comme j'aurais dû. L'aveu m'a pris par surprise. Qu'est-ce qui a provoqué cela, ai-je demandé, sincèrement curieux. La thérapie, a-t-elle admis avec un petit smile. Après tout ce qui s'est passé avec les problèmes juridiques d'Amanda, j'ai commencé à voir quelqu'un. Elle m'a aidé à voir des schémas dont je n'étais pas consciente auparavant. Nous avons parlé plus ouvertement pendant ce déjeuner que nous ne l'avions fait depuis des années, peut-être jamais. Maman a reconnu comment elle avait favorisé Amanda après le départ de papa, comment elle avait cautionné les pires tendances d'Amanda tout en tenant ma fiabilité pour acquise. Elle n'a pas trouvé d'excuses ni essayé de minimiser la douleur causée, elle a simplement assumé sa part dans notre système familial dysfonctionnel. Je ne peux pas changer le passé, a-t-elle dit alors que nous terminions notre repas, mais j'aimerais essayer de construire quelque chose de plus sain à l'avenir. Si tu es d'accord. J'aimerais ça aussi, ai-je dit, et je le pensais. Rencontrer Amanda s'est avéré plus difficile. Nous avons convenu de dîner ensemble, tous les trois, chez maman le soir suivant. Quand je suis arrivé, Amanda était déjà là, aidant dans la cuisine d'une manière que je l'avais rarement vue faire. Sa salutation était raide, clairement répétée. « Salut, Richard. Merci d'être venu. » Pas de sourire narquois, pas de remarques cinglantes, juste une politesse maladroite. Tout au long du dîner, j'ai observé des changements subtils mais significatifs dans le comportement d'Amanda. Elle a posé des questions sur mon travail et a réellement écouté les réponses. Elle a parlé de son travail sans plainte ni affirmation grandiose. Quand maman a mentionné les paiements de dédommagement continu d'Amanda, Amanda n'a pas changé de sujet ni trouvé d'excuses. Ça va prendre beaucoup de temps pour rembourser tout le monde, a-t-elle admis, mais c'est la bonne chose à faire. Après le dîner, Amanda a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous sommes allés sur la terrasse arrière, assis dans les mêmes chaises où nous partagions autrefois des cornets de crème glacée quand nous étions enfants. Je dois m'excuser pour la façon dont je t'ai traité, a-t-elle commencé, la voix inhabituellement incertaine. L'histoire des chaussures était horrible, mais ce n'était pas que ça. C'était des années à profiter de toi, à te manquer de respect, à te traiter comme si tu étais moins important que moi. J'ai écouté sans interrompre, notant que pour peut-être la première fois de notre vie d'adulte, Amanda me parlait avec une émotion sincère plutôt qu'avec calcul. Les ennuis judiciaires étaient terrifiants, a-t-elle poursuivi. Mais peut-être que j'avais besoin de cet électrochoc. Quand tu as refusé de te précipiter et de tout arranger, au début, j'étais furieuse. Mais finalement, j'ai réalisé que tu avais raison. Je devais faire face aux conséquences de mes propres actions. Ça n'a pas dû être facile, ai-je reconnu. Ça ne l'était pas. Mais ça m'a forcé à grandir d'une manière que j'aurais dû le faire il y a des années. Elle a croisé mon regard directement. Je ne m'attends pas à ce que nous soyons les meilleurs amis du jour au lendemain, ou peut-être jamais. Mais j'aimerais avoir la chance de te montrer que j'essaie d'être meilleur. La conversation n'a pas été un remède miracle pour des années de dysfonctionnement. Il y a eu des moments maladroits, de vieilles habitudes qui menaçaient de refaire surface. Mais il y avait aussi une tentative sincère de changement des deux côtés. Avant de quitter le Connecticut, nous avons établi de nouveaux paramètres pour notre relation familiale. Une communication régulière mais limitée, le respect des limites, aucune attente de soutien financier ou de gestion de crise de ma part, la reconnaissance des progrès tout en restant réaliste quant au travail encore à faire. Dans les mois qui ont suivi, ces nouveaux schémas ont tenu plus souvent qu'autrement. Il y a eu des dérapages, bien sûr, des moments où maman tombait dans le chantage affectif ou où Amanda faisait un commentaire de privilégié. Mais maintenant, j'avais les outils pour aborder ces comportements directement plutôt que de les accommoder. Et, étonnamment, elles étaient souvent réceptives aux commentaires.
Le changement le plus profond, cependant, n'était pas en elle, mais en moi. Je ne me définissais plus par mon rôle dans la famille. Ma valeur n'était pas liée à l'utilité que je pouvais avoir pour résoudre les problèmes des autres. J'avais construit une vie centrée sur des liens authentiques, un travail significatif et le respect mutuel dans toutes les relations. Un an après l'incident des chaussures, Allison et moi avons visité le Connecticut ensemble. Lui présenter ma famille n'a pas été sans anxiété, mais cela s'est mieux passé que je n'aurais pu l'espérer. Maman a fait un effort sincère pour la connaître sans jugement ni comparaison. Amanda a montré de l'intérêt pour le travail d'Allison en tant que graphiste sans que la conversation ne tourne autour d'elle. De petits pas, mais significatifs. Cette visite a solidifié ma compréhension de ce qui avait changé. Ma famille apprenait à me voir tel que j'étais réellement, pas tel qu'ils avaient besoin que je sois. Et j'apprenais à les aimer sans me sacrifier dans le processus. De retour à Austin, assis sur le balcon de notre appartement, Allison m'a posé une question qui m'a fait réfléchir profondément. Regrettes-tu d'avoir jeté les chaussures, de leur avoir tenu tête comme ça? Pas une seconde, ai-je répondu sans hésitation. C'était désordonné et douloureux, mais nécessaire. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de perturber les schémas qui ne fonctionnent pas. Le voyage du paillasson familial à l'individu respecté n'avait pas été facile ni direct. Il y avait eu des moments de doute, de retour en arrière et d'émotions difficiles. Mais de l'autre côté, je pouvais voir à quel point cela avait été essentiel. La vraie famille n'est pas définie par les liens du sang ou l'obligation. Elle est construite sur le respect mutuel, l'honnêteté et la liberté d'être authentiquement soi-même. Parfois, créer ce genre de famille nécessite de s'éloigner des schémas toxiques, même si ça fait mal. Parfois, cela signifie permettre aux gens de faire face aux conséquences de leurs actions plutôt que de se précipiter pour les secourir. Et parfois, si vous avez de la chance, cela signifie construire quelque chose de nouveau et de plus sain à partir des cendres de ce qui ne fonctionnait pas. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec maman et Amanda. Nous prenons les choses au jour le jour, reconnaissant les progrès tout en restant réalistes quant au travail qui reste à faire. Mais je sais que quoi qu'il arrive, je l'affronterai en tant que personne entière, pas comme quelqu'un défini par leurs besoins ou leurs attentes. Si vous luttez avec des dynamiques familiales toxiques, sachez que vous méritez le respect. Établir des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour la croissance de chacun. Le chemin peut être difficile, mais la paix qui attend de l'autre côté vaut chaque étape difficile. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Quel a été votre point de rupture? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires réelles sur la recherche de la force à travers les défis de la vie. Merci d'avoir écouté. Et rappelez-vous, parfois jeter quelque chose, que ce soit une paire de chaussures ou des attentes toxiques, est le premier pas vers quelque chose de mieux.